Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter la théorie de la concurrence pure et parfaite. Ce concept permet de déterminer les conditions dans lesquelles l'offre et la demande seront les déterminants du prix. Pour rappel, le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, donc entre le vendeur et l'acheteur. Il peut s'agir du marché du village qui sera le premier lieu de contact entre l'offreur, le maraîcher, et les demandeurs, les villageois, ou Amazon, donc une multinationale qui réunit énormément de clients à travers le monde via Internet. Quoi qu'il arrive, sur un marché, l'offreur cherchera à réaliser le profit maximal, donc à vendre le produit le plus cher possible, tandis que de son côté, le demandeur souhaitera acheter au meilleur prix, donc le plus bas possible, et maximiser l'utilité du produit. Donc, dans certains cas, il peut l'acheter un peu plus cher parce que, étant de meilleure qualité, il pourra le conserver plus longtemps. Du coup, le prix, il va être déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. Oui, mais dans une condition spécifique, et c'est ce qu'on va appeler cette théorie de la concurrence pure et parfaite. Donc cette théorie ne peut se réaliser que si 5 facteurs sont réunis, donc les 5 ici, l'atomicité, la fluidité, la transparence, l'homogénéité et la mobilité des facteurs de production. Alors, qu'entend-on par tout cela? L'atomicité, donc c'est un grand nombre d'offreurs et de demandeurs, c'est-à-dire du coup le fait donc d'avoir une multitude de demandeurs et d'offreurs empêche qu'un des acteurs puisse influer sur le marché. C'est-à-dire, quand on a un seul vendeur, par exemple, qui va avoir le monopole sur un produit, c'est lui qui va déterminer le prix puisqu'on sera obligé de passer par lui. Alors, il y a même des cas très spécifiques où il peut y avoir qu'un seul acheteur. Prenons par exemple Carrefour qui va acheter des produits laitiers chez plein de petits fournisseurs. Même s'il y a d'autres acteurs que Carrefour qui en achètent, il sera beaucoup plus puissant qu'eux. Tant qu'on a une multiplicité d'acteurs, donc des ménages, ils sont un très grand nombre, et pour les vendeurs, des petits commerces de centre, prenons une boulangerie, on sera dans cette question d'atomicité. Il y a un autre petit point à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait un acteur largement plus puissant que les autres. Je vous parlais de Carrefour. Si on prend Carrefour par rapport à un petit commerçant de détail de centre-ville, bien sûr, Carrefour aura beaucoup plus de puissance et aura moyen d'écraser des prix, des choses comme ça. La deuxième condition est la fluidité du marché. Donc, pour que le marché soit fluide, il ne faut pas de barrières à l'entrée. Alors, les barrières à l'entrée, qu'est-ce que ça peut être? On va avoir des restrictions de type politique, donc avoir des autorisations. Donc, dans certains pays, pour ceux qui veulent faire du commerce international ou des choses comme ça, il faut obtenir des autorisations du gouvernement. Il peut exister des cas en France, prenons un exemple typique, par exemple, pour être notaire, pour s'installer, il faut acheter l'ancien office d'un autre notaire, donc dans des endroits très précis, il y a des conditions très strictes, même si il y a eu une amélioration dernièrement. Bref. L'autre barrière qui va plus se présenter dans les cas qu'on aura à voir aux examens en CEJM, ça sera plutôt les barrières économiques. Donc ici, quand l'investissement pour se lancer sur le marché est beaucoup trop gros. Donc on peut avoir par exemple l'exemple des entreprises de téléphonie où pour se lancer sur le marché, il faut lancer des satellites, il faut poser des antennes dans toute la France, etc. Donc ça se chiffre en milliards. L'avantage de ne pas avoir de barrière, c'est que la concurrence n'est pas figée. Et donc du coup, de nouveaux acteurs peuvent arriver pour faire baisser les prix, des choses de ce genre. L'autre point, ça va être la transparence. Donc, c'est-à-dire que les acteurs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, bénéficient des mêmes informations. Avoir le maximum d'informations donc sur les qualités et savoir ce qui justifie le prix. Donc, les producteurs sont obligés de détailler où ils sont fournis quand c'est des produits alimentaires, par exemple. Alors, la question de la transparence, c'est pas forcément les plus gros groupes qui nuisent au marché, c'est parfois des tout petits vendeurs. L'exemple typique du manque d'information, c'était la vente de voitures d'occasion.
Quand on achète une voiture d'occasion, le prix doit être un déterminant, c'est-à-dire que pour savoir si la voiture est de bonne qualité, on l'achètera plus ou moins cher. Si on achète une voiture à 800 euros, on sait qu'il risque d'avoir des pièces à changer, des choses comme ça. Par contre, si on l'achète à 6000 euros, on s'attend à ce qu'elle soit en capacité de rouler sur des longues distances pendant un moment. Mais le problème étant que les vendeurs avaient tendance à surévaluer le prix des voitures justement pour les écouler. Donc du coup, le prix n'était plus une information crédible pour le vendeur. Donc ça, c'est un des gros problèmes qui se présentait sur ce marché des voitures d'occasion, qui peut être tempéré avec le rôle de l'État et donc qui met en place le contrôle technique. On y reviendra dans le cours suivant. Ensuite, la question de l'homogénéité des produits. Donc ici, pour que la question du prix soit le seul déterminant, il faut que les produits soient identiques. On peut avoir des produits qui rendent le même service, mais qui vont être différenciés pour différentes raisons. Ici, pour prendre un exemple de qu'est-ce qu'on entend par homogénéité, vous allez dans une boulangerie, vous allez demander une baguette. Vous aurez à peu près la même chose partout, et donc le prix sera à peu près le même. À moins d'aller dans la boulangerie de luxe du centre-ville qui fait aussi pâtisserie, etc., et qui va vendre des baguettes à 1,50 €. Mais parce que là, vous faites la démarche d'aller acheter un produit très spécifique avec des céréales de ci ou de ça. Donc notons que certaines entreprises jouent sur cette différenciation pour avoir leur propre marché. Donc là, l'exemple le plus parlant, ça va être par exemple Apple. Apple, que ce soit sur le marché des ordinateurs ou que ça soit sur le marché des téléphones, ils vont avoir des produits très spécifiques. Quand on achète un iPhone, on n'achète pas seulement un téléphone, on achète quelque chose de très précis. Et par conséquent, iPhone n'est pas sur le même marché que Samsung, Huawei ou ce que vous voulez. Et donc du coup, ils vont avoir leurs propres tarifs. Enfin, il y a la question de la mobilité des facteurs de production. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que donc les différents facteurs de production, donc ça va être les capitaux, donc l'argent, c'est que l'argent puisse circuler, les travailleurs et donc les produits, que ce soit les matières premières qu'on va importer pour fabriquer le produit ou le produit une fois qu'il est fini. Et donc comme ça, tout le monde peut bénéficier des mêmes conditions de production et vendre le produit au même prix. Donc notons bien que l'Europe, le but premier de l'Europe, quand elle est créée, est de retirer toutes les frontières pour qu'il y ait une libre circulation justement des capitaux, des personnes, donc des travailleurs, et donc des marchandises. Et donc justement, l'Europe a comme objectif de faciliter cette mobilité des facteurs de production pour permettre à l'ensemble des pays européens d'être sur le même marché en ayant une concurrence la plus respectée possible. Voilà, en espérant vous avoir éclairé sur cette question, et je vous dis à bientôt en cours. Au revoir.